et ce panel va se focaliser sur la question de ressources. Donc les ressources en ce qui concerne les financements, ainsi que les ressources humaines. Donc ça va être le dernier panel, et après cela, on va passer dans les travaux de groupe, et on va vous expliquer cela après le panel. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Momo, qui est secrétaire aux activités pour la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, sur scène. Merci Momo et bienvenue. Oh, attention. Ouais, ça oui. Et aussi de demander à Safiatou, que vous connaissez déjà, de revenir sur scène, ainsi que Yves, s'il vous plaît. Merci. En attendant qu'ils rejoignent leur place, juste une petite annonce rapide qu'on est en train de monitorer la situation dehors. Peut-être même certains d'entre vous l'ont vu. Il y a quelques échauffourées, mais ça reste encore éloigné de la zone. Donc on est, pour le moment, en tout cas, on est bien safe en restant ici. Que nous aviserons au fur et à mesure que nous avancerons dans la journée, en espérant qu'ils iront aussi déjeuner ou goûter, quoi. Merci. OK. Donc, un énorme merci. J'ai appris aujourd'hui, jusqu'à là, que je n'ai vraiment pas besoin de beaucoup parler, donc je vais continuer comme ça. Et avec cette questionnement sur où est-ce qu'on est, quelles sont tes expériences par rapport à cette question de ressources pour les organisations locales, je te donne la parole, Momo, pour nous partager un peu ton expérience et tes perspectives. Merci. Merci. Bonjour, comme je n'ai pas parlé ce matin, Momo Ibaranté, je suis de la coalition Burkina Faso pour les droits de l'enfant, une organisation fêtière qui regroupe aussi bien des organisations internationales que nationales. Sur la question des ressources concernant la localisation, moi je vais parler de transfert. Transfert des ressources, transfert des compétences, c'est-à-dire ressources humaines et financières, transfert des compétences, donc les connaissances, et éventuellement la capacité des organisations locales, non seulement à pouvoir gérer ces ressources, mais aussi à rendre compte de la gestion qu'elles font. Au niveau des transferts des ressources, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la contractualisation, il est miroité quelque chose aux organisations locales. Vous avez la latitude et la liberté de recruter, de faire vos budgets et de gérer ces ressources-là suivant votre entendement pour produire les résultats sur le terrain. Mais lorsque vous finissez de passer le contrat dans la mise en œuvre, l'utilisation des ressources pose problème. Parce que vous n'avez pas la liberté de pouvoir affecter les fonds que vous recevez là où vous voulez, parce que vous pouviez penser amener directement peut-être les 3/4 des ressources que vous recevez auprès des bénéficiaires, mais dans l'action, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi? Parce que vous avez à votre niveau déjà une question de renforcement de capacité à gérer, qui prend énormément de sous et qui demande beaucoup de temps. Il y a aussi les frais de gestion qui très souvent sont canalisés. Au lieu d'être des fonds support permettant aux organisations locales de pouvoir se construire, on vous dit ce qu'il faut faire de ces fonds-là et comment les justifier.
de sorte que vous n'avez pas une certaine liberté dans l'utilisation même des frais de gestion. Et enfin, il y a le suivi qui devrait être assuré par les organisations internationales qui servent d'intermédiaires entre les bailleurs de fonds et les organisations locales, qui ont pratiquement la plus grosse part budgétaire concernant le suivi et évaluation. Mais quand il faut aller collecter les données, les analyser, les capitaliser, ils ne sont pas sur le terrain et ils attendent que l'organisation locale fasse ce travail. Mais elle fait ce travail avec quel fonds, puisqu'elle n'a pas de frais de suivi? Il y a ce problème. Pour ce qui concerne le transfert des compétences, ce matin, à écouter les collègues, il est ressorti que les organisations locales ont aujourd'hui beaucoup de compétences parce que bon nombre des staffs de ces organisations-là ont reçu des formations soit auprès de Bioforce, soit auprès d'autres organisations formant sur les questions humanitaires. Ils y vont avec le soutien des organisations locales. Dès qu'ils ont ces compétences, ils sont débauchés. Ils sont débauchés par qui? Par les mêmes organisations internationales. Et ça constitue un perpétuel recommencement au niveau des organisations locales, qui ne peuvent pas devenir fortes parce que ne pouvant pas sécuriser leur personnel. Quant à la gestion de ces fonds, c'est une question de procédure. Des organisations qui existent depuis 30 ans, 20 ans, qui ont des procédures avec lesquelles elles ont toujours travaillé, et du jour au lendemain, on vient, on leur plaque de nouvelles procédures, parce qu'on a amené les fonds, et on les oblige à s'inscrire dans ce canevas. Si vous ne vous y inscrivez pas, vous allez vous rendre compte que les fonds vont finir avant même le terme du contrat. Ça pose problème. Parce que quand on veut faire de la localisation, il faut être capable de permettre aux organisations locales d'avoir du pouvoir. Et pour avoir ce pouvoir-là, il faut peut-être les accompagner à renforcer leurs procédures et non venir leur imposer des procédures. Ça crée des frustrations. Et quand il y a ces frustrations, en fin de compte, la collaboration n'est plus intéressante. Je vais m'arrêter là en attendant qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, Momo. D'avoir soulevé autant de challenges aussi, enfin de défis dans ce cadre. Et j'espère qu'on aura aussi le temps d'entendre un peu sur ce qui marche et comment ça peut marcher. Merci. Safiatou, tu veux y aller? Merci à Yves de m'avoir passé la main. Alors, je vais peut-être compléter l'intervention de Momo. Et sur l'aspect ressources humaines, comme Momo a abordé la question sous l'angle des organisations nationales, moi j'aimerais bien l'aborder aussi sous l'angle des organisations internationales avec la problématique du personnel expatrié et du personnel national. Qui reste aussi, je pense, quelque chose d'important, qui touche aussi à la localisation. En réalité, près de 90% du personnel des organisations internationales reste quand même du personnel national. On n'en parle pas assez, mais ça reste du personnel national qui est en première ligne des interventions et qui acquiert des compétences qui sont après, je dirais, vendables à un autre niveau. Donc ça pose la question du maintien de ce personnel qualifié-là au sein de ces organisations, mais aussi de la responsabilisation de ces personnels-là. Les positions seniors dans les organisations internationales, en général, sont occupées par des expatriés. Et pourtant, au fur et à mesure que ces organisations internationales travaillent dans des pays,
le personnel avec lequel ils travaillent acquiert des compétences et deviennent des leaders qui peuvent aussi porter ces organisations au niveau national. Moi, je voudrais partager, par exemple, une expérience qu'on avait eue en Côte d'Ivoire avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, où au fur et à mesure que l'organisation travaillait en Côte d'Ivoire, on a fini par avoir qu'un seul expatrié sur toute la mission. Toutes les positions qui étaient précédemment occupées par des expatriés ont été nationalisées. Et ça dénote de la confiance, du leadership. Et puis, ça aussi, c'est de la localisation. Donc, c'est un élément sur lequel je voulais revenir. Il y a aussi l'autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est sur les questions de financement. Ce matin, on s'est demandé, on a été questionné par le représentant de Bioforce sur la pertinence d'une énième conférence sur la localisation. Moi, je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de saisir ces opportunités-là pour challenger les bailleurs. Il y a eu en 2016 le sommet mondial humanitaire qui a lancé le concept de la localisation, bien que dans les faits, dans la pratique, la localisation existait. On a dit 25% des fonds désormais doivent aller aux partenaires nationaux jusqu'à 2020. Je discutais tout à l'heure avec Camille qui disait pour elle 25% c'est peu d'ailleurs. Donc déjà, comment on fait pour que ces 25% soient plus élevés et comment on fait pour rappeler ces engagements qui ont été pris en 2016 à Istanbul? Où on en est aujourd'hui? On est en 2023, 3 ans après 2020. Est-ce que ce cadre de discussion pour faire le bilan, il existe? Est-ce que les bailleurs ont la possibilité de voir quelle évolution on a fait aujourd'hui par rapport à ça? On ne le fait pas. Donc c'est peut-être, en termes de recommandations, en termes de solutions, c'est aussi des éléments que nous, on peut porter. Je voulais revenir aussi sur la question des fonds directs qui doivent aller. Je donne l'exemple du HIP, de ECHO. Quand ECHO lance les HIP, peut-être on va demander ici dans la salle, quelle organisation nationale a déjà été conviée au lancement du HIP dans son pays? Il n'y en a pas. Voilà. Donc, ça, c'est également un axe sur lequel on peut jouer. Et je vais vous partager une petite anecdote. C'était une simulation qu'on a eue au niveau de la formation. Vraiment, je trouve que cette formation, elle est tellement utile. Moi, j'ai fait partie de la cohorte de 2021-2022. Et on a eu... Oui, le processus est... Voilà. Et on a eu une réunion avec les bailleurs de fonds. Et toutes les organisations internationales qui étaient là disaient qu'elles ont une stratégie de partenariat. Et pourtant, pendant la discussion qu'on avait avec les bailleurs, aucune organisation n'a demandé à son partenaire local d'intervenir ou de présenter la stratégie. Aucune. Donc, on ne les associe pas aux discussions avec les bailleurs. Et même quand ils sont là, on ne leur donne même pas la parole. Donc ça, c'est également un aspect qu'on devrait questionner. On parle de responsabilisation, on parle de confiance, mais si on n'a pas confiance pour leur donner la parole, il y a un problème. Et je vais revenir sur la question de procédure. On veut faire des financements directs à des partenaires, mais on demande du cofinancement pendant qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément de fonds propres. Donc, ce que je veux dire, en fait, clairement, c'est que les critères sont taillés sur mesure et ces critères ne sont pas forcément adaptés aux organisations nationales pour leur permettre d'accéder à des financements directement. Et c'est ce qui fait qu'on passe soit par des consortiums ou soit par des intermédiaires qui sont des organisations internationales. Et puis, bon, je vois que ça commence à... Et puis peut-être sur cette question, je voulais terminer sur le financement propre aux nationaux. On en a parlé un peu. Est-ce qu'au niveau des États, il y a des possibilités de mobiliser des financements? Après, je sais, on a parlé de mandat, on a parlé de principes humanitaires, mais on a aussi dit que la solidarité, en termes d'aide, on savait s'organiser. Donc, il y a des possibilités. Au Cameroun, quand j'étais avec NRC au Cameroun, on avait essayé de piloter un projet d'appel à fonds national.
on essayait de rendre visible la crise, les différentes crises humanitaires au Cameroun, parce que certains Camerounais ne savaient pas que dans certaines zones, ils avaient des compatriotes qui étaient dans le besoin et qu'ils pouvaient aider, qu'ils pouvaient contribuer en termes comment je peux appeler? Voilà, en termes de contribution, d'investissement pour aider à apporter l'aide à ces populations-là. Mais ce sont des pistes qu'on peut creuser. On peut pousser les réflexions. On peut avoir d'autres alternatives au financement telles qu'on les a aujourd'hui à travers les bailleurs de fonds du Nord. Et ce sont pour moi, c'est l'occasion aussi de lancer ce genre de réflexion, de ce genre d'idées pour qu'on puisse les creuser ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Safiatou. Yves, attends, tu peux prendre ça. Merci beaucoup. L'avantage de parler après les autres, c'est qu'on peut dire, ils ont déjà tout dit, donc... Mais l'autre avantage aussi, c'est de pouvoir rebondir sur ce qu'ils ont dit. Donc, je pense que je vais faire cela. Le premier point, c'est en lien avec les décisions du Grand Bargain qui prévoit justement 25% de financement pour les acteurs locaux. La question, c'est déjà pas suffisant. Mais moi, je questionne les acteurs locaux, les ONG nationales, sur l'expérience que nous avons vécue au Burkina Faso avec l'appel à projet lancé par le Fonds humanitaire régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de OCHA. On a une équipe qui est venue, qui a fait l'évaluation des capacités des acteurs. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a des ONG nationales qui étaient vertes et qui étaient mieux classées même que des ONG internationales. Et parmi ces ONG, il y a des acteurs internationaux qui ont approché ces ONG-là pour postuler avec eux en tant que sous-bénéficiaires. Mais ils ont accepté. Pourtant, ils avaient plus de compétences, même selon le critère du Fonds humanitaire régional, pour postuler directement. Mais ils n'ont pas postulé directement. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition derrière et on a peur de ne pas gagner. Donc, on préfère aller derrière le partenaire international qui a l'habitude d'écrire pour gagner. Donc, il y a ce manque de volonté aussi et des ONG nationales qui ont souvent peur de prendre le risque d'aller. Mais au niveau du Burkina, il y a certaines ONG nationales qui sont allées en front et qui ont gagné. Et il y a même un consortium, là je profite de saluer la présence de mon ami DRC ici, là où DRC a accepté d'être sub d'une ONG nationale. Mais on se dit, mais comment vous pouvez être sub d'une ONG nationale? Mais oui, pourquoi pas? Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on commence, et là j'utilise ma touche technique, change de paradigme. Il est beau ce mot. Donc, il faut qu'on change de paradigme et qu'on accepte aussi qu'à certains moments, les ONG nationales aussi peuvent avoir le lead. Et que lorsqu'il y a des fonds qui sont dédiés aux ONG nationales, qu'elles aillent les chercher, mais qu'elles ne passent pas sous d'autres ONG pour les avoir. Je pense vraiment qu'il y a ce travail à faire. Et pour ce faire, j'aime bien l'exemple de Alima, qui a été créé, c'est en 2009 si je ne me trompe pas, non? Oui, avec l'appui de MSF Suisse. Mais aujourd'hui, Alima n'a rien à envier à MSF Suisse. Ils arrivent à mobiliser des ressources. Noter le fait qu'ils sont ONG internationales, des ONG nationales aussi peuvent avoir ce statut-là. Tout se retrouve dans l'accompagnement. Et je pense que c'est aussi important pour une ONG internationale, lorsqu'elle travaille avec une ONG nationale, au bout de 5-10 ans, de pouvoir être fier de dire « Ah oui, j'ai travaillé avec cette ONG-là. Aujourd'hui, cette ONG arrive à mobiliser des ressources. Avec tel bailleur, ça doit être une fierté. Mais ne pas toujours vouloir que l'ONG soit en bas. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? Moi, je suis confronté à cela. Moi, ma structure a été accompagnée par des partenaires, notamment Action contre la faim, Diaconia, avec qui on a pu bâtir des capacités. On est arrivé à un niveau. Je suis passé d'une enveloppe de financement de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, je peux avoir plus de 10 millions d'euros l'année. Il y a certaines ONG internationales même qui n'ont pas ça. Mais on n'est pas content pour moi. Aujourd'hui, quand il y a un appel à projet, avant, chacun venait, oui, vous venez, on va en consortium et tout. Aujourd'hui, c'est moi qui cherche pour aller en consortium avec les gens. Non, vous êtes devenu trop gros. Non, est-ce que vous pourrez gérer? Non, est-ce que c'est pas trop pour vous? Mais lorsque vous mobilisez 100 millions, c'est pas trop pour vous. Donc, il y a cette difficulté-là aussi.
Lorsqu'une ONG nationale commence à prendre un peu de volume, on te perçoit comme un concurrent mais lui, il se prend pour qui? Il va voir. Donc, il y a aussi on commence aussi à te mettre dans les bâtons dans les roues. On commence à se dire non. Moi, aujourd'hui, dès que je rencontre quelqu'un avec qui, ah oui, tiens-toi, ah non, vous êtes gros maintenant, vous suffisez, vous n'avez plus besoin. Donc, il y a cette image-là aussi qu'on donne. Donc, je pense que dans la sphère, il faut que nous réfléchissions en tant qu'ONG, pas international, pas national. On est ensemble, on est dans la même barque. Et comme je le dis, si on arrive vraiment à réfléchir, travailler de manière concertée, parce que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, pour avoir certains fonds de certains bailleurs, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre un manuel de procédure qui soit conforme. Il faut avoir une politique genre, il faut avoir une politique PSEA, il faut avoir une politique sur les corruptions, fraudes et tout. On n'a pas le choix. Tant que vous n'aurez pas ces politiques, les partenaires ne vont pas vous donner l'argent. Donc, à un certain moment, il faut accepter. Au début, quand moi je travaillais avec ACF en partenariat, lorsqu'on me dit non, ton manuel de procédure n'est pas conforme, et je dis, il nous fatigue. Mais aujourd'hui, je dis merci à ACF. À cause de leur rigueur, ça m'a amené à amener ma structure à un niveau. Donc aujourd'hui, quand je vais postuler, lorsque je remets mon manuel de procédure, ah oui, mais c'est bien. Ah, vous avez ça aussi, c'est bien. Oui, on a ça aussi. Donc je pense que, en fait, ce n'est pas impossible. C'est juste se dire, ce que font les ONG internationales, nous aussi on peut le faire. Et pour le staff, il ne faut pas bloquer un staff. Les gens, on doit avoir des perspectives de carrière. Moi, je suis d'accord. Quelqu'un qui commence dans une ONG nationale, à l'image de Dr Kader aujourd'hui, qui aujourd'hui est le directeur des opérations de Alima, c'est une fierté. C'est une fierté. Et on ne va pas lui empêcher, même pourquoi pas être chef du bureau du PAM oui, c'est bien. Mais ce qu'on va lui reprocher, c'est de quitter sa structure sans avoir préparé la relève. Ça, on va lui reprocher cela. Ça, c'est clair. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis à Tintois. Si je quitte Tintois pour aller ailleurs demain et qu'après on dit « Ah, Tintois ne marche plus bien. Ah oui, tu es parti, tu nous as laissé sur le carreau et tout. » Ah là, il faudra me reprocher. Mais si je quitte en laissant la base, en laissant une équipe soudée, de là où je suis même, je peux encore renforcer la structure. Donc, à ce niveau-là, je pense vraiment, ne bloquons pas les plans de carrière des gens. Travaillons à ce que nos acteurs soient capacités. Et je pense que c'est l'occasion aussi de encore faire le plaidoyer auprès de Bioforce, qui au passage offre 30 bourses pour les acteurs nationaux. C'est à saluer. Mais 30, ça peut devenir 50 dans 1 ou 2 ans. Ça, je pense que c'est bien. Parce qu'on est de plus en plus... Le problème, c'est que le terrain de la réponse humanitaire devient partout. On en a dit, c'était que le Mali, Niger, Burkina, Tchad, actuellement, même les pays côtiers sont en train d'être touchés. Donc, on a besoin de mieux capacité et il ne faut pas attendre qu'il y ait la crise pour commencer à travailler. Les pays côtiers, actuellement, il faut qu'ils s'anticipent. Et il y a besoin justement de renforcement de capacités institutionnelles. Les acteurs nationaux, il faut déjà qu'on commence à travailler, à renforcer leur capacité. On ne va pas attendre, il y a la crise, ok, on vient maintenant. Ce qui s'est passé au Burkina, on a découvert l'humanitaire à cause de la crise. Ah non, c'est au Mali, les Maliens, oh pauvres Maliens, ça va aller un jour. Le Niger, pauvre Nigérien, ça va aller un jour. Tu te lèves le matin, c'est devant ta porte. Pauvre qui? Pauvre moi. Donc, c'est un peu pour dire que c'est un cercle infernal. Et tant qu'on ne va pas travailler, justement, à responsabiliser, à capaciter les acteurs nationaux, on se retrouvera toujours avec des problèmes de localisation, de problèmes de décision, de montants qui sont disponibles, mais qui ne peuvent pas être récupérés par les acteurs. Juste un dernier point sur lequel je veux revenir, c'est en lien avec, justement, le partenariat. Je pense qu'il faut qu'on se base sur 3 choses essentielles pour le partenariat. Le premier, c'est le respect. Entre partenaires, s'il y a le respect, c'est déjà une bonne base. Le second, c'est la capacitation. Il faut qu'on accepte de renforcer les capacités de nos partenaires en se disant, moi je vais partir, mais le partenaire reste. Et il ne faudrait pas que la qualité de l'intervention soit touchée. Et le dernier point, c'est la responsabilisation. Arriver à responsabiliser le partenaire. Arriver justement, lorsqu'on va à une rencontre, on vient avec le partenaire et laisser le partenaire parler aussi. Mais moi, je l'ai appris à mes dépens. Je suis allé à une rencontre avec un partenaire à l'Union européenne. On m'a donné la parole. Moi, je ne sais pas me taire.
J'ai tellement parlé qu'à la prochaine réunion, on ne m'a pas invité. La prochaine réunion, le partenaire ne m'a plus invité. Je n'ai plus eu accès au bailleur. Ah, parce que moi, j'ai dit ce qui allait, j'ai dit. Ce qui n'allait pas, j'ai dit. Ah, et le partenaire ne voulait pas que je dise ce qui n'allait pas. Ah, moi, je ne sais pas mentir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai pas voulu prendre le micro justement quand on était en train de parler. Donc merci beaucoup. Avant d'ouvrir aux questions, je voulais juste passer la parole à notre collègue du DRC qui a voulu partager quelque chose vite fait et puis j'ouvre pour des questions. Ok, merci beaucoup. Et comme je le disais tantôt, je veux parler d'un fonds humanitaire mis en place tout récemment sous financement de FCDO, mais le fonds est hébergé par DRC. En fait, c'est un fonds humanitaire, comme je le dis, qui intervient dans la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et que déjà, avant la signature du contrat, FCDO a exigé que 25% du montant doit aller aux ONG locales pour se conformer aux exigences du Grand Bargain. Donc, ils ont fait un appel à candidature pour les ONG internationales, ce qui a été fait. Ensuite aussi, ils ont fait notre appel à candidature pour les ONG nationales. Ils viennent de démarrer maintenant, le fonds vient de démarrer, mais après l'objectif c'est quoi à la fin, comme on le dit, c'est d'avoir d'autres bailleurs qui viendront se rajouter à ce fonds pour permettre un peu de respecter l'esprit de la localisation. Ce qui veut dire quoi? Parce que si les bailleurs eux-mêmes exigent à l'avance, pour moi, si ECHO dit aujourd'hui que pour les prochains, il faut des partenaires locaux, bien sûr, ECHO a la place pour le partenaire local, mais après, si tu ne soumets pas ta propale avec un partenaire local, ECHO ne va pas t'en vouloir. Donc, si au niveau des bailleurs, déjà, il y a des exigences à ce niveau, je pense que ceci peut amener les bailleurs ceci peut amener les ONG internationales à associer les ONG locales et que dans ça, les ONG locales peuvent avoir leur indépendance. L'autre aspect aussi que je voulais parler, c'est par rapport aux ONG locales. Le souci, c'est quoi? Tout le monde veut travailler avec les mêmes ONG dans les pays. Chaque ONG internationale qui vient, il fait son évaluation, il a ses critères. Donc, par exemple, moi, c'était l'ONG. Bon, on a l'exemple d'un pays où on a une ONG. Bien sûr que c'est une ONG régionale, mais l'ONG devient la référence. Toute ONG internationale qui vient veut travailler avec cette ONG. Vers la fin, l'ONG se retrouve avec beaucoup de fonds. Ils n'ont pas beaucoup de staff pour absorber les fonds. C'est vers la fin qu'on court par-ci, par-là pour dire non, le projet va finir, vous n'avez pas consommé, ceci, cela. Ça aussi, ce sont des aspects que les ONG internationales doivent tenir compte. Par exemple, pour ce projet FCDO-là, la condition c'était quoi? Pas trop d'exigences, mais si par exemple l'ONG veut intervenir à Waïgouya au Burkina, il faut qu'il y ait un bureau à Waïgouya. Pas le fait d'avoir un bureau à Ouaga ne te suffit pas pour avoir le fonds, mais le fait d'avoir un bureau à Waïgouya, ça veut dire que tu es intégré dans la communauté, tu as les relations avec les communautés. Et l'autre point aussi de ce fonds, c'est le renforcement des capacités. Avec Bioforce, il y a un partenariat avec Bioforce pour renforcer les capacités des ONG locales. Et l'autre aspect, c'est un partenariat avec INSO pour l'accès humanitaire, tout ce qui est sécurité et autres. Parce que aussi, généralement, dans les projets des bailleurs, souvent, les lignes de renforcement des capacités, c'est très difficile de financer les formations parce qu'après, le bailleur, le résultat, il ne le voit pas très vite, quoi. Donc, il va dire, bon, c'est des coûts support qui ne vont pas trop rapporter. Et le dernier point, c'est sur les relations, les consortiums. Comme il l'a dit, nous, à DRC, on fait des consortiums. Actuellement, nous avons un consortium qui a été lancé récemment ici, Afrique de l'Ouest et centrale aussi avec WANEP. C'est WANEP qui assure le lead. C'est un projet financé par l'Union européenne. WANEP assure le lead. DRC et CIPRI, peut-être que vous en avez entendu parler, nous sommes des co-demandeurs. Tout récemment, on a fait le rapport avec l'ONG locale. C'était un peu... On a quand même dû travailler un tout petit peu, mais on comprenait, il y avait beaucoup d'exigences. Après, l'ONG locale dit, ouais, c'est normal, parce que vous, quand vous nous donnez des fonds, vous mettez beaucoup d'exigences. Nous aussi, il faut qu'on vous exige de faire ceci, cela. Merci. Merci beaucoup.
Donc, ouvert pour les questions. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Mustapha Dambélé, je suis conseiller au développement de la programmation pour une organisation canadienne, donc une ONGI qui s'appelle Carrefour International. Alors ça tombe bien parce que monsieur a abordé mon point, parce que de la même façon dont une organisation locale peut dire que elle est liée par des rapports très exigeants vis-à-vis de son bailleur de fonds, et même ce même bailleur de fonds est aussi, lui, lié dans le même rapport de pouvoir avec un autre bailleur de fonds jusqu'au bout de la chaîne. Donc, moi je pense qu'on surestime la capacité d'un bailleur de fonds à se réinventer comme ça du jour au lendemain. Parce que ultimement, c'est des États qui donnent des financements. Et c'est là-bas qu'il faut commencer. Et pour commencer, là, ça dure 30 ans. Un peu comme monsieur a dit, peut-être que lui, ça fait 20 ans qu'il participe à cette séance-là, mais si on continue comme ça, moi je viendrai dans 20 ans et on dira la même chose avec ma barbe, si ma barbe daigne pousser. Bon. La deuxième chose, c'est que, mais pourquoi est-ce qu'on est, en tant qu'organisation de la société civile africaine, mais émotionnellement attaché, dépendant du bailleur de fonds classique de l'aide internationale? Il y a beaucoup de partenaires qui peuvent nous aider à développer des projets. Je pense à la mobilisation des ressources locales. Moi, j'ai travaillé sur des questions de mobilisation des ressources locales en Côte d'Ivoire. On a un secteur privé qui est très fort, on a des entreprises, on a des firmes qui sont spécialisées sur l'impact social, on a des banques sociales. Il y a tellement d'instruments financiers. Aujourd'hui, vous avez par exemple des obligations sociales qui existent. Mais on est toujours attaché aux mêmes instruments qui sont les subventions. Mais on parlait de l'approche programme. Moi, je suis très sensible à l'approche programme parce que ça résout 70% des questions qu'on s'est posées aujourd'hui. 70%. Mais est-ce qu'on peut imaginer des organisations de la société civile se réunir, concevoir des programmes structurés sur 10 ans avec un État et dire, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de fonds, un appel à contribution de bonne volonté. Et ce que les bailleurs de fonds vont faire, qu'ils viennent de l'étranger ou pas, qu'ils soient des donateurs privés, individuels, ou etc., ben, ils cotisent tout simplement. Mais le canevas du projet, il a déjà été pensé et élaboré pour qu'il y ait un impact. Donc là, il n'y a plus de question d'aller chercher 450 financements pour essayer de les mettre ensemble et voir qu'à la fin, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je trouve ça terrible. C'est tellement... Donc, si on pouvait sortir aujourd'hui avec un plan d'action vraiment qui nous envoie vers le futur, mais compter sur un bailleur de fonds, moi, je ne vois pas à quoi ça va nous mener. Il faut vraiment aller de l'avant et proposer des choses qui sont très innovantes en phase avec des instruments qui existent sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Maïmouna Cham, je suis staff humanitaire avec Global Search. Alors, c'était juste sur le point du renforcement des capacités. Aujourd'hui, on dit qu'on renforce les capacités des partenaires, mais en réalité, on ne renforce pas. On est là parce que le partenaire, on a un projet que le partenaire est en train de dérouler pour nous. Donc nous, on suit, oui c'est ça, le bailleur a dit, il faut faire ci, il faut faire ça, mais dans la réalité, on ne renforce pas les capacités du partenaire. Donc le partenaire, il n'est pas indépendant. Et quand j'ai eu à discuter avec beaucoup de partenaires, je reviens de la RDC, les partenaires m'ont répété la même chose, qu'on n'est pas indépendant, on ne peut pas aller nous-mêmes parce que, effectivement, nous ne sommes pas formés, on n'a pas ces capacités. Et pourtant, ils ont la base. Mais ceux qui suivent, ils n'ont pas les capacités techniques. On ne les forme pas. Et pourtant, dans nos projets, dans nos financements, on met toujours une ligne, renforcement des capacités pour les partenaires. Mais on ne renforce pas les capacités du partenaire. Donc, si aujourd'hui, on dit qu'effectivement, on tend vers la localisation, il faut d'abord qu'on pense à cet aspect. C'est très important. J'ai beaucoup apprécié de NRC, qui disait qu'ils ont une collaboration avec Bioforce. Ça, c'est du renforcement des capacités. Oui, parce que ça ne se limite pas au projet qu'ils sont en train de dérouler, mais après, le partenaire a les capacités d'aller lui-même. Donc, je pense que c'est un point d'action qu'il faut mener.
Aujourd'hui, à la sortie, ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, à la sortie de cette réunion, chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas un combat où on va juste parler et puis mettre dans les tiroirs. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous puisse se dire que, OK, je dois faire ceci. Moi, je me dis que pour le renforcement des capacités, et ça, je l'ai dit depuis le début de l'année, je suis en train de faire la formation de leadership humanitaire. Et ça m'a beaucoup apporté. Et je me suis dit, quand je suis allée en RDC, j'ai dit, ça, c'est un point d'action que moi, je dois personnellement mener. Je pense que c'est ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. À la sortie de cette séance, qu'on se dise que, OK, je dois mener une action pour se dire que à la fin de l'année, j'ai apporté quelque chose de positif. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Moi, j'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui, la qualité de nos activités dépend de la qualité de nos ressources humaines qui vont avec. Donc, d'où l'importance vraiment de capacité. Et qui dit capacité, il faudra savoir où est le besoin. C'est quoi qu'on doit capaciter. Je viens, moi, ONG internationale, je dis, ben écoute, je veux capaciter tout le monde en gestion d'équipe. Est-ce que c'est ça leur besoin? Il faudra faire la capacitation en impliquant les concernés. Je ne veux pas venir avec une politique de capacitation ou de formation qui ne répondra pas aux besoins des personnes qui sont dans le besoin. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il faudra qu'on puisse réfléchir là-dessus par rapport à la capacitation. Et comme je le répète, que la qualité de nos activités, de nos interventions, il faudra du bon ressources humaines qui vont aller avec. Donc d'où on doit capaciter, mais quoi et comment on doit le faire avec le partenaire. Deuxièmement, c'est par rapport aussi à comment est-ce qu'on va approprier, l'appropriation de nos activités au niveau de nos partenaires. Je pense qu'il y a nos intervenants qui ont quand même essayé de brocher ce sujet-là. Je pense que tant qu'on ne pourra pas impliquer les concernés, on ne pourra pas arriver à des résultats escomptés. On va venir faire nos opérations, on y va et ça revient même au pire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit ça revient au pire. Et à chaque fois, on va revenir éternel commencement. Ma dernière question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, dans tous nos plaidoyers au niveau des humanitaires, dans toutes nos activités au niveau des humanitaires, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler sur le plaidoyer, sachant que dans toutes nos activités en tant qu'humanitaire, on ne vient pas remplacer l'État. Non, on ne vient pas se substituer à l'État. Au contraire, on vient pour régler une crise et derrière, il faudra qu'on puisse accompagner des actions de plaidoyer. Je sais que je veux taire une ONG avec qui je travaillais, qui ont eu quand même à réussir à faire intégrer au niveau du gouvernement provincial cette subvention pour les personnes travaillant avec VIH, qui n'existait même pas. Et cette ligne-là, à cause du plaidoyer, et ça existe, et aujourd'hui l'ONG partenaire bénéficie de cette subvention-là et les malades sont soignés. Au moins, comme je le dis, je prends cet adage-là qui dit « il n'y a pas de succès sans successeur ». Donc, quand on doit se taper sur la poitrine, nous, humanitaires, qu'on a eu à faire quelque chose, il faudra qu'il y ait des successeurs après nous. Quand, après nos opérations, il faudra que la pérennisation de nos activités soit faite. Là, on va être fiers qu'on a fait quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est Julia. Oui, merci. Oui. Bonjour, Julia Boni de Intersos. Je me relie un peu au discours sur les ressources humaines et sur les capacités, le renforcement des compétences. Je pense qu'il y a un discours qui est très important qu'il faut mettre ensemble et ça concerne la rétention du staff. Il faut retenir ces compétences. Surtout dans les pays où il y a un énorme divers entre les salaires des ONG locales et les salaires des acteurs internationaux, ça devient impossible. Les dernières organisations que j'ai rencontrées en Centrafrique avaient participé à énormément de formations de qualité, même des bioforces, mais seulement dans la dernière année, ils avaient perdu entre 7 et 10 staffs à niveau de la coordination. Du coup, ils étaient démotivés, ils essayaient même plus de remplacer des staffs, qui étaient des staffs essentiels, parce qu'ils disaient, si je continue à mettre des ressources pour
préparer la personne et une fois qu'elle est prête, elle part. Finalement, je préfère couvrir 2-3 postes sous la même personne parce que je sais qu'il va rester. Donc, je pense vraiment qu'à côté des formations qui sont absolument importantes, il faut travailler sur le développement organisationnel en partant des grilles des salaires et il faut commencer à parler aussi dans cette zone des recrutements éthiques. C'est quelque chose qui est abordé en Ukraine où il y a finalement des lignes guides pour le recrutement éthique qui impliquent les bailleurs et les organisations internationales pour diminuer cette concurrence. Et du coup, voilà, je pense que ça, c'est très important. Ça, c'est lié à ça aussi un peu la qualité du financement direct. On a beaucoup parlé aujourd'hui des partenariats, je pense que c'est très important. Et je pense que ça dépend aussi un peu de la composition de la salle, mais je pense aussi qu'il faut parler de la qualité des fonds liés au financement direct à ces organisations locales, qui forcément, voilà, on l'a dit, elles ne sont pas assez, mais voilà, si on commence à insister sur les NICRA, sur les coûts indirects, et ça contribue à la soutenabilité financière d'une organisation, donc à sa capacité de retenir du staff, et ça permet un processus d'autonomisation. Pour moi, quand on arrivera finalement à une bonne qualité des fonds, tu n'auras même plus besoin de parler des capacités, des compétences, parce que l'organisation locale aura de façon autonome la possibilité d'aller chez Bioforce et payer un training ou d'attirer une ressource qui a déjà ses compétences parce qu'il a déjà travaillé chez DRC. Voilà. Merci, Julia. Oui, merci. J'ai l'impression que je suis d'accord avec la plupart des choses qu'on a dites, qui ont été dites, mais le recrutement éthique, là, je ne suis pas d'accord. On va parler. Donc, la localisation, la théorie de l'exécution, les ressources dans le cadre de la localisation, on a beaucoup parlé des ressources qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de chez nos amis. On n'a pas beaucoup parlé, Safia, tu as fait allusion à ça, des ressources internes. Et je pense que, vous savez, ce que moi j'ai appris de ce cours de leadership, que j'invite tout le monde, sans exception, je dis bien sans exception, à faire si possible, c'est la capacité d'innovation, la réflexion stratégique et surtout l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut innover? Si on finit cette conférence sans mettre le doigt, percer l'abcès des ressources internes et voir comment on peut faire pour que les ressources internes soient disponibilisées suffisamment, au lieu de dire toujours bailleur. Avant que je n'entre dans le système humanitaire, je disais, mais c'est même qui bailleur? Je n'ai pas vu le visage d'un bailleur. C'est des noms. C'est qui les bailleurs? C'est des êtres humains. Ils sont dans des pays. Pourquoi les pays qui ont des crises ne peuvent pas développer des ressources? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Mais nous, les humanitaires, nous ne savons pas le faire. Comment est-ce que nous, les humanitaires, nous travaillons avec ceux qui savent le faire? Je travaille pour le HCR. Mais je peux vous dire, pour avoir travaillé pour le PNUD, que le PNUD sait le faire. Parce que quand j'ai travaillé pour le PNUD, j'ai réussi à mobiliser l'argent du SIDA au niveau du gouvernement, près d'1 million de dollars. Et comment j'ai fait? J'ai ciblé les parlementaires, la commission des finances. C'était un défi. Je les ai ciblés, je les ai formés, ils se sentaient motivés, ils savaient comment demander à un ministre « Qu'est-ce que tu as mis pour ça ?» Est-ce qu'on peut faire ça aussi? Il faut mobiliser les ressources. Parce que pour moi, excusez-moi, je fais partie de l'autre côté, aussi, les bailleurs et tout. Mais je trouve infantilisant de venir, s'il vous plaît, j'ai l'honneur de solliciter ceci, l'argent, pour que vous m'aidiez. Ah oui, d'accord, voici le format. Et vous le faites. Et vous passez des nuits entières à remplir. Et votre cœur bat, vous priez, vous faites des neuvaines ou bien vous sautillez pour savoir si vous avez reçu. En fait, il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Est-ce qu'on peut innover et, en tant que mettre l'accent sur ça, il y a l'argent dans les pays. Et il y a l'argent quand les autorités sont capacitées. Je vous assure, les ministres et leurs collaborateurs, chacun à son niveau, les maires, les mairies, les chefs de village, chacun à son niveau. Parce que notre cours de leadership est académique, mais qui nous dit qu'on ne peut pas le rendre peu académique, mais toujours ayant de la valeur, juste pour faire sortir des tripes des gens, ces capacités de leadership. Quand on a des capacités de leadership, on est conscient des choses, on sait que la ressource humaine est la clé. Et on va travailler. Donc vraiment, je pourrais faire des propositions dans ce sens, même un article, on va en discuter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le collègue de NRC a dit,
les bailleurs ne voient pas souvent l'importance du renforcement des capacités. Ils voient. C'est juste que si on renforce les capacités, nous, on ne va plus être utile. OK? Ils voient bien. Parce que, ou alors on les envoie faire cette formation. Je vais finir avec l'éthique. Vous savez, tout le monde a droit à l'herbe verte. Sans blague. Et la mondialisation fait que tout le monde a le droit d'avoir un salaire. Un médecin, un bon salaire. Un médecin au Cameroun, je ne sais plus combien on gagne, mais peut-être ça faisait à l'époque, ça faisait juste $400 américains. Et dans un autre pays, gagne $1000. On le sait. Mais je vais me débrouiller à aller gagner les $1000. Et on va me dire, ou bien quand il y a des organisations internationales qui viennent, j'ai une opportunité d'être recruté, et puis l'organisation dit, écoute, il y a l'affaire d'éthique là, écoute, reste là. Non, je ne vais pas accepter. Donc, pour moi, peut-être j'ai mal compris, on pourra discuter en bilatéral, mais pour moi, le recrutement éthique et la priorité sur la ressource humaine, c'est vraiment des priorités d'égale importance. Merci. Merci beaucoup. Oui, exact. Donc là, c'est Rachel. Et je vois d'autres mains dans la salle. Si je me permets, donc Rachel, vas-y, et puis peut-être Aimé, et puis on clôture. Ah oui, ok, vite fait. Ok, oui, on va vite. Allez-y vite. Rapidement, c'est juste pour ajouter ce qu'a dit Ghislaine et le monsieur qui était là ce matin, qui parlait de la connaissance et les capacités locales. Et juste pour aborder par rapport à ce que Ghislaine a dit, moi je crois que souvent on vient avec ce préjugé que c'est les organisations locales, elles ne savent pas ceci, elles ne savent pas cela, sans qu'on ne rentre pas dans une dynamique de co-création. Et je pense que cette question d'innovation dont Ghislaine vient de parler, si on rentre dans une approche de co-création, c'est-à-dire que, et je reviens sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que les besoins, ce que j'ai, c'est pas que dès le départ, on sait que, ils ont besoin d'informations en financement, ils ont besoin d'informations en funding. Non, mais on se met ensemble pour identifier les vrais problèmes, les vraies causes, les vrais défis, et on crée ce partenariat à partir du scratch. Et je pense que c'est là qu'on peut arriver à un niveau de dynamique de co-création qui permettrait vraiment qu'on n'est pas dans une dynamique top-bottom, mais on est plus dans une dynamique que on conçoit les choses ensemble, on fait les choses ensemble. Les méthodologies, par exemple, les gens ont une manière de faire les choses chez eux. Ne pensez pas que vous êtes... we are rocket science. Et on va montrer aux villageois. Des fois, les villageois savent déjà. Ils ont besoin juste de quelque chose qui est beaucoup plus scientifique pour améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Comment on peut être dans cette co-création avec ces communautés et de pouvoir avancer? C'est ça que je voudrais juste ajouter et qui nous permettrait vraiment d'innover. C'est pourquoi que sometimes we are stuck, parce qu'on vient avec des choses toutes faites, bien balancées, et on pense que ça va réussir dans tel contexte et pas dans tel contexte. Et je crois que ça, c'est important aussi as an entry point. Merci beaucoup. Ok. Aimé, vas-y. Merci. Oh, vraiment, avec le repas là. Non, merci beaucoup. En tout cas, j'avais 2 interventions. Disons, la première est liée un peu au panel qui est là en ce moment. Ce qui me gêne un peu, c'est que les communautés finalement ont disparu de nos discours quand il s'est agi après des ressources. Et ça me gêne un peu. Je ne les ai plus trop vus en tout cas. On va faire attention à ça. Rester quand même, en tout cas dans les communautés. C'est-à-dire, quoi que nous soyons des ONG, on veut passer de l'international vers le national, mais les communautés toujours au centre de nos réactions, de nos actions. Je pense que nous allons continuer à garder ce principe-là. Ici, pour réussir ceci, effectivement, nous avons parlé tout à l'heure, on parle toujours de localisation. Et sur cette question, à un moment donné ou l'autre, nous avons regardé ceux qui nous aident pour l'instant, avec leurs règles, leurs exigences, qui sont si flexibles que nous pouvons tous accéder effectivement à cette aide. C'est très difficile en fait, pour dire. Parfois, on a l'impression que
plutôt les règles sont taillées pour certaines organisations, plutôt pas pour d'autres. Et que ça n'intègre pas du tout les personnes qui sont à la base et qui sont supposées effectivement pouvoir, ou qui sont dans l'action. Et à un moment donné, je crois qu'une de nos actions serait de viser aussi, de travailler sur la flexibilité des règles, y compris les règles concernant le transfert des ressources. Parce qu'à ce niveau aussi, on n'a pas souvent fait cela. Il faut avoir un peu plus de cette capacité de transférer du pouvoir, y compris le pouvoir de la ressource, à ces communautés à la base. Nous avons essayé ça quelques fois et nous avons vu les résultats, y compris le fait de donner de l'argent, par exemple, à des organisations d'enfants jeunes qui ne savaient pas faire, mais qui un jour ont commencé par apprendre. Rien qu'en ayant 600 000 francs par an, savoir comment dépenser, savoir comment faire les lignes budgétaires, comment rendre compte, et même parfois participer à des exercices d'audit. Cela a été fait dans notre expérience. Nous avons essayé ce genre de choses et je pense que c'est intéressant de continuer quand même à travailler sur cette base. Ce qu'on pourrait demander à un moment donné par rapport à ces bailleurs qu'on ne voit justement pas, on ne sait pas exactement c'est qui, mais si jamais ils existent, ce serait bien que ce qu'ils ont, au lieu de la règle de 30-70 ou de 25-75, qu'on puisse se dire aussi, attention, il y a des acteurs, qu'on a dit communautaires, des acteurs d'un certain niveau national et des acteurs d'un autre niveau. Bon, on peut faire aussi des parts à ce niveau-là, pour dire, si c'est au niveau communautaire, pour que les gens aient un peu de fonds libres, de fonds de renforcement de capacité, nous donnons au moins 45% de nos enveloppes. Nous donnons 25% de ceci et de cela. Peut-être que ça peut être aussi une solution. Par rapport au panel précédent, donc celui de ce matin avant le déjeuner, j'avais voulu intervenir, mais je pensais que voilà, tout le monde avait besoin de rattraper rapidement ce qui était prévu pour nous là-bas. On a fait ça déjà. On peut revenir sur ces points-là. Sur ce panel, ce que j'ai aimé, c'est surtout le fait que, alors ce que je ne voudrais pas, qu'on ne fasse pas comme si on devait faire une séparation nette entre développement humanitaire, développement. Parce que ça aussi, ça nous a aidé par moment. En aidant effectivement les gens à se développer, on éviterait de tomber dans des crises qui nous pousseraient à donc devoir intervenir en tant qu'humanitaire. En travaillant avec des gens qui sont aussi dans l'humanitaire, on peut les aider aussi quand même à se développer. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas totalement séparer. Qu'est-ce que je voudrais dire? De mettre carrément l'homme au centre de nos actions. Ou l'être humain. L'être humain. Oui, j'en ris, quoi. Merci. Donc, de mettre l'être humain au centre de nos actions. Et ça a été fait par moments aussi, y compris avec les jeunes. Il y a eu des crises dans notre espace, en Guinée-Bissau. C'est des jeunes qui avaient été formés, qui spontanément pouvaient eux-mêmes décider de pouvoir poser des affiches pour orienter leurs amis et leur éviter de tomber dans les mines antipersonnelles. Il y a eu des crises en Côte d'Ivoire où des jeunes formés auparavant pouvaient avoir le courage d'aller dialoguer avec les FRC dans le temps, ce qui n'était pas évident, pour que leurs amis enfants puissent jouir de leur droit à s'amuser et à jouer. Il y a eu d'autres cas au Mali, les jeunes ont pu rapidement réagir, ont travaillé comme humanitaires. Au Burkina Faso, nos amis interviennent aussi sur ces questions-là. Et je pense que travailler toujours à la transformation des victimes en acteurs devrait vraiment être la chose qui nous tienne tous. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, vous avez déjà le micro, n'est-ce pas? Oui, exact. Bon, je vais essayer d'être très brève. Je voulais juste rebondir sur les points RH qu'on a mentionnés. Déjà, je pense qu'il y a quand même un point qui est un peu compliqué à gérer pour les ONG en interne. Je pense notamment aux ONG internationales, celles qui se basent quasi exclusivement sur du financement institutionnel. Il y a quand même une tradition de contrats courts et que finalement qui incite ou encourage
que ce soit le staff local ou international, à toujours regarder ce qui se passe en termes d'opportunités professionnelles chez le voisin. Donc c'est quand même, je pense, un vrai enjeu pour les ONG nationales et internationales de maintenir leur staff, de par la nature des contrats. Ensuite, notamment sur le point des différences de salaire, c'est indiscutable que la différence est absolument énorme, mais je quand même tiens à soulever plusieurs points. Dans certains pays, on fait face aussi à des gouvernements qui régulent les salaires des employés d'ONG nationaux, et du coup, quand bien même il y aurait une volonté positive de la part d'ONG internationales, elles se retrouvent bloquées par ces limitations gouvernementales, et évidemment obligées de se conformer à la loi du pays dans lequel elles interviennent. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième point, bon, alors pardon, je vais remuer un petit peu la soupe, mais on est tous humanitaires, certes, mais on a tous aussi des besoins économiques. Et je ne suis pas sûre qu'on soit énormément à accepter des postes dans des pays compliqués avec énormément de responsabilités si on ne gagne pas tant de salaire par mois. Et je pense que ça contribue aussi à ces différences de plus en plus énormes entre les staffs. Et en fait, chacun voit son... Enfin, même si on a une profession quand même très altruiste par nature, il y a quand même une part où chacun voit son pain et a besoin d'entretenir son foyer et d'entretenir ses ressources économiques qui finalement contribuent aussi à renforcer ce gap qui est déjà existant par le fait des choses. Donc voilà, je pense que aussi c'est une question qu'on doit se poser tous à nous-mêmes. Est-ce qu'on serait prêt à personnellement faire des efforts sur ces revenus-là? Est-ce qu'on serait prêt à faire des efforts sur les avantages en nature qu'on peut avoir dans l'émission? Et je pense que c'est des vraies questions à se poser pour aussi contribuer à répondre à la localisation de l'aide. Merci. Et puis Rosette. Ouais. Donc, on continue les questions. Je vais juste vous signaler, on va encore faire plusieurs. Et puis après, on va faire un travail de groupe super efficace. Hein, parce qu'on continue. Oui, vas-y. Allez-y, pardon. Encore bonjour pour ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Je suis Ablali Diossou et ma plus belle expérience dans l'humanitaire a été avec Action contre la faim, précisément l'Espagne. D'autres expériences avec l'UNICEF, le système gouvernement, entre autres, mais voilà. Et en venant ici, parce que je ne suis pas au Sénégal, mais je suis venue particulièrement pour cette conférence qui me semble très intéressante parce que mes questions restent encore. Et j'étais très contente de découvrir autre chose, la position des autres, ce qu'ils pensent de la localisation et ce que je savais déjà. Donc merci pour ce que vous m'avez appris aujourd'hui. Et l'après-midi, soit c'est à cause du repas ou c'est parce que je commence un peu à m'inquiéter, me disant que je risque de repartir avec les mêmes questions. J'espère que ce ne sera pas comme ça. Et je vais étaler quelques questions. C'est vraiment des choses que j'ai vécues et qui restent encore. La première, c'est l'aide fatale de Ndombisa Moyo. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Ça fait très longtemps que j'ai ce document et dans ce document on se dit que l'aide n'est pas ce qu'il faut pour l'humanitaire. Et pourtant l'aide Marshall a bien marché en Europe. Alors je me dis peut-être parce qu'il y avait déjà une base qui pouvait, donc la technologie, la science entre autres, qui pouvait aider à ce que ça marche. Quand j'ai calculé les chiffres, on était à plus de 20 fois l'aide Marshall pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être l'une des questions qui fait qu'on est encore aujourd'hui ici. À l'UNICEF, quand je travaillais avec l'UNICEF, un senior m'a dit « Ah, ma fille, tu as 50 ans devant toi pour aider encore, parce qu'il y a du boulot à faire. » J'ai dit « Quoi ?» Je me suis engagée dans l'humanitaire pour être l'une des dernières à jouer dans ça, mais il me parle de 50 ans. Quel âge j'aurai en ce moment? Je serai à la retraite, certainement. Parce que je n'avais pas que 10 ans, vous comprenez? Alors ça, c'est une question. Quand est-ce que ça va finir? Et après, je vois ma grand-mère. Elle n'est plus, mais je l'imagine.
elle fait ses repas comme elle a toujours appris à le faire. Aujourd'hui, je viens avec ma cuisinière automatique, entre autres. Je lui dis, grand-maman, c'est comme ça qu'on doit faire les repas. Parce que c'est plus pratique, ne coupe pas tes légumes avec les doigts, il faut prendre une planche. Elle n'est pas à l'aise, elle n'y arrive pas. Il me faut du temps pour qu'elle arrive au niveau que je voudrais qu'elle arrive. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour qu'elle puisse faire la cuisine que je mange? C'est une question. Pourquoi on me demande, moi, ONG locale, je me nomme WASDA parce que c'est la dernière ONG locale avec qui j'ai travaillé, on vient me demander d'appliquer ce que le high level voudrait. Non. Et c'est ce qui se passe. Je ne peux pas me réveiller le matin et devenir top. Je ne pourrai pas. Laissez-moi 50 ans. Mais pendant ces 50 ans où je serai au même niveau, parce qu'on sait très bien que moi, WASDA, je suis aussi intelligente que ceux-là qui ont la grande technologie, mais laissez-moi le temps d'arriver à ça. Et pendant ce temps, laissez-moi travailler avec les petites techniques que j'ai et qui ont fait le monde, mon monde aujourd'hui. Donc, je passe dans ce truc très basique et je sais qu'il y a ces personnes qui peuvent reformuler ma petite pensée, mais je veux être très, très basique pour dire ce que moi, communautaire, je peux ressentir quand je vois ce grand truc devant moi. Je me perds, c'est un choc. Et dans le choc, notre efficacité est très bas. Alors que quand on est bien à l'aise, on est top. Et il y a eu des choses top. Ma grand-mère m'a nourrie et je suis là aujourd'hui avec ces plats coupants dans des bols un peu douteux d'hygiène, mais je suis là. Donc on peut. Et la dernière chose qui m'a fait la preuve que c'est possible, la formation de leadership humanitaire. J'ai pleuré, je ne pleure presque jamais, même pendant les décès. J'ai pleuré devant mon coach. Elle était, aujourd'hui je pleurais, voilà. Elle était affolée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Je dis, je regrette d'avoir été comme j'ai toujours été en tant que manager. J'ai dû persécuter mes collaborateurs. J'ai toujours eu de bons résultats. Mais à quel prix? Je ne suis pas fière de ce que j'ai été, même si j'avais... Parce que je l'ai poussé à mon rythme. Alors qu'aujourd'hui, j'ai appris à croire en eux et à les laisser faire en accompagnant. Et pourtant, on arrive à des résultats. Merci, PLH. Je vous demande tous d'y aller, ceux qui ne sont pas encore. Merci. Parce que c'est important pour l'Afrique, c'est important pour le leadership. Donc, je conclus par là que c'est vrai, le monde a un mouvement très rapide, mais ce choc, qu'on l'arrête, qu'on laisse les compétences locales jouer à leur niveau et on réussira le défi. Donc, adaptez-vous à ce qui existe. Et on le fait de façon meilleure, plutôt que de demander des choses qui me donnent des maux de tête. Moi, WASDA. Merci. Merci. Pardon. Donc, Franck. Merci. Ouais, bonjour, moi je m'appelle donc Franck. Je suis le conseiller accès humanitaire pour IRC. Je suis donc un ancien chef de mission qui a passé une décennie au Mali. Du coup, moi j'ai beaucoup entendu parler, par exemple, sur le transfert de formation, de compétences. Ce qui me gêne un petit peu des fois, c'est qu'on a tendance à toujours infantiliser un peu les acteurs locaux en disant, nous, les acteurs internationaux, on va leur transmettre du savoir, on va leur transmettre de la compétence. Alors que quand je suis arrivé en 2012 au Mali et quand j'en suis parti en 2022, très souvent, j'ai énormément appris des partenaires locaux, en fait. Je veux dire, c'était plutôt dans l'autre sens, en fait. Et du coup, ça me gêne un petit peu des fois. Je veux dire, et depuis ce matin, je nous entends pour beaucoup continuer à penser sur une démarche très paternaliste, très nord-sud. Et c'est un peu le malheur, quelque part, parce que le cadre logique, il vient du nord, parce que la budgétisation, elle vient du nord, parce que la quantité d'indicateurs qui viennent du nord,
et qu'on s'évertue à mettre dans nos proposals pour se dire le bailleur, et qu'on sait très bien qu'au final, c'est pas pour autant que la communauté elle aura un meilleur impact, que son point d'eau marchera mieux, que les enfants seront mieux scolarisés, mais on continue à le faire. J'ai beaucoup aimé le collègue ici présent par rapport au Canada, quand il a mentionné qu'il faudrait peut-être penser aussi à d'autres sources de financement, parce que ce qui me fait un peu peur finalement, et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que les acteurs locaux qui aspirent à copier ou reproduire certains des mécanismes des acteurs internationaux qu'on traîne un peu comme des boulets, à savoir multiplier des nouveaux départements de type MNI, de type compliance, de type audit, de type, multiplier les feuilles. J'ai peur que vous perdiez certaines de vos spécificités qui font vos forces. Pour moi, j'ai toujours trouvé qu'un acteur local, par exemple, une de ses forces, c'était sa rapidité à intervenir, en fait. Il se posait moins de questions. Il était moins à se poser la question du risque sécuritaire, du risque légal, du risque je ne sais quoi. Et ça me fait peur. Seconde chose aussi sur laquelle j'ai un peu peur des fois, c'est la force des acteurs locaux, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Vous avez beaucoup de réflexions sur les biens communs. Alors que nous, qui venons du Nord occidentaux, on est vachement sur des biens individualistes par rapport à la consommation. Et là-dessus, je pense que vous auriez beaucoup à nous apprendre et j'ai peur que vous le perdiez. Donc ça, c'est aussi un aspect aussi, à mon avis, à prendre en considération. Donc pour revenir peut-être sur les financements, on sait très bien que par exemple un bailleur, quand il va allouer un financement, si on prend les intermédiaires, par exemple, si ça transite par les Nations Unies, il va y avoir entre 10 et 20% qui vont partir pour ses frais de fonctionnement. Si on part sur nous, les ONG internationales, ça va être entre 7 et 15%, on va dire. Si après, c'est les ONG locales, quand les ONG locales ont droit à toucher leurs frais de fonctionnement, ça va être plutôt du cadre de 3, 4, 5%. Donc je vous laisse imaginer ce qui reste aux bénéficiaires. Donc est-ce qu'on n'a pas un travail déjà à essayer de lisser ces fameux frais de fonctionnement pour qu'à un moment ou un autre, il n'y ait plus 20 ou 25% pour les Nations Unies et à peine 3 ou 4% pour les ONG locales, quand elles ont droit d'avoir les 3-4%. Parce que combien de fois on va nous dire qu'elles n'y ont pas droit parce qu'elles ne sont pas forcément internationales, et qu'elles n'ont pas de siège, et qu'elles ont uniquement un bureau dans le pays dans lequel elles sont. Donc là-dessus, il y a une grosse hypocrisie à laquelle on devrait peut-être essayer de tous ensemble de s'associer pour justement y mettre un terme, parce que finalement, quand on discute avec beaucoup d'acteurs locaux, et moi ça m'arrivait souvent au Mali, les besoins, ils sont où? Soit ils font le pari, quelque part, de nous copier, ce qui des fois me gêne un petit peu, mais je le comprends, de se structurer, d'avoir un département finance, un département logistique, etc. Et donc pour se structurer, ils ont besoin d'argent en fait. C'est pas avec les bribes de nos budgets qu'ils vont pouvoir se structurer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, il faut qu'on travaille sur le risque. Et moi, j'avais une question pour le panel et plus particulièrement pour Yves. Je voulais savoir, sur une ONG comme Tintois, comment vous avez fait pour passer de 2 à 10 millions d'euros par rapport à cette notion de risque. Parce que qu'est-ce qui fait que les bailleurs financent moins les acteurs locaux? C'est parce qu'ils ne vous font pas confiance. C'est parce qu'ils mettent tout le temps en avant la notion de risque. Alors que, des fois, si on est honnête avec nous-mêmes, les acteurs internationaux, on n'est pas top non plus sur le risque, mais il y a la notoriété, mais il y a le fait qu'on a des bureaux dans les mêmes pays que les pays donateurs, enfin que les bailleurs en fait. Donc je serais très intéressé par essayer de savoir comment vous avez réussi à les convaincre de davantage vous financer, comment vous avez réussi à les convaincre que ça valait le coup de risquer sur Tintois, parce que finalement c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, on arrive à influencer les bailleurs pour leur faire comprendre que les acteurs locaux aussi, ils ont droit à leur part de risque, en fait. C'est-à-dire que si demain, on veut faire évoluer les choses, il faut qu'on accepte que l'acteur local, il a droit de prendre des risques, il a droit de se planter. Combien d'ONG internationales sont plantées? Combien de fois on a mis en place des projets qui n'ont pas eu d'impact? Combien de fois on a mis des projets sur lesquels il y a eu des détournements, il y a eu de la corruption? On a tendance à toujours ramener la corruption, le détournement, la malfaçon aux acteurs locaux. Mais nous, les acteurs internationaux, ça nous arrivait très fréquemment. Très fréquemment. Donc c'est là-dessus, cette notion de risque, je pense qu'il faut qu'on la pousse, il faut qu'on la travaille auprès des acteurs internationaux si on veut faire un peu évoluer les mentalités. Voilà, et j'ai un dernier tout petit point, j'ai pas eu le temps moi non plus ce matin de parler par rapport à l'accès. Alors ma nouvelle qualité maintenant de conseiller accès humanitaire, ce qui quelque part, je dirais, m'affecte actuellement sur le triptyque Mali, Niger, Burkina Faso. On est beaucoup d'acteurs à parler que il y a de moins en moins de financement, que c'est de plus en plus compliqué par rapport à certaines zones. Mais il faut quand même qu'on se pose bien les questions, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, par exemple. Il y a de plus en plus de zones. Burkina, malheureusement, c'est des villes assiégées. Mali, c'est des régions entières où
il n'y a pratiquement plus aucun acteur, qu'il soit national ou international. Et ça vaudrait le coup à un moment que justement, et ça permettrait probablement de casser les digues entre ce côté local et international, que les acteurs se mettent tous autour d'une table, et que par exemple, si on en vient au Burkina Faso, ce phénomène des villes assiégées ou des villes sous embargo, eh bien que ces acteurs s'assiedent autour d'une table et réfléchissent à quelle alternative trouver. Parce qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté des autorités qui vous disent que si vous n'avez pas recours aux escortes, c'est même pas la peine de penser que vous allez pouvoir aller amener des aliments ou des médicaments à des populations en souffrance. Et de l'autre, vous avez des groupes armés non étatiques qui vous disent qu'il n'y a pas de souci, que si vous voulez délivrer de l'assistance, vous pouvez le faire, sous condition qu'il n'y ait pas d'escorte armée. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'immobilisme, on continue à se regarder en chien de faïence, et c'est les communautés du Burkina qui souffrent. Donc moi, ce qui me plairait par rapport à la problématique de l'accès, c'est que les acteurs locaux et internationaux retroussent les manches, parlent d'une seule et même voix, osent peut-être un peu prendre des risques vis-à-vis des autorités du Burkina pour essayer de faire évoluer cette problématique du recours aux escortes, qui font qu'on est face à un chiffre croissant de villes sous embargo, que la soudure va atteindre son apogée et qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de plus en plus de ménages en phase 5, ce qui veut dire phase famine. Quelque part, c'est la responsabilité pas des acteurs locaux, pas des acteurs internationaux, mais de l'entièreté de la communauté humanitaire. Merci beaucoup, Franck. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont d'autres interventions et questions. Malheureusement, on va passer maintenant vite fait au panel pour voir si vous avez des réflexions ou des réponses. Et puis, vous aurez l'occasion dans vos discussions de groupe de soulever vos questions et de continuer la discussion. Donc, si je me permets, Momo, tu veux y aller en première? Si tu as des réflexions. Ok, merci, Rachel. Ok. Il y a eu beaucoup de contributions, mais je me pose des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Je vais commencer par la question du maintien des staffs. Actuellement, la coalition que j'accompagne est sur un projet de localisation avec Save the Children, sur financement de l'Agence suédoise de développement, avec des budgets qui ont été conçus depuis la Suède, et avec des lignes au niveau des staffs dégressives. Pour chaque année du projet, la ligne staff décroît. Quand on a vu le budget au départ, on a posé la question. Les salaires constituent des acquis sociaux. On s'engage sur un processus ensemble. On estime que c'est une affaire de partenariat. Mais ce point-là risque de grever ce partenariat parce que chaque année, nous serons obligés soit de renvoyer du staff, soit de demander à diminuer le salaire de ce staff-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre les résultats? On est toujours en discussion là-dessus. On n'a pas encore eu de réponse. Et on continue de travailler. Sur la question des programmes, de 2015 à 2018, nous avons eu un partenariat dans le cadre de la localisation qui, à un moment donné, dans les discussions, on avait l'impression que l'organisation locale était en train de vouloir faire de la concurrence à l'intermédiaire international. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des risques. Moi, ça me plaît.
que quelqu'un qui soit dans une organisation internationale parle des risques et que nul n'est à l'abri de ces risques. Et lorsqu'une organisation locale commet un impair dans les passations de marché, dans les procédures, déjà, le partenariat s'arrête, c'est un. Une campagne très forte est menée autour de la question, de sorte, tous les bailleurs se parlent, tous les partenaires se parlent. Donc, de sorte que cette organisation locale-là n'est plus de financement ailleurs. Et en son temps, ça m'a poussé à me poser la question de savoir, est-ce que cet esprit de localisation qui est en train de venir, ce n'est pas une forme de stratégie pour crouler les organisations locales qui grandissent? Faire semblant d'accorder une forme d'autonomie à une organisation locale, faire semblant de lui apporter une aide pour qu'elle aide sa population et au finish, mettre en place des dispositifs qui ne lui permettent pas de travailler. Quand le projet finit, l'organisation locale prend un coup. Non. Non, il y a un autre point qui aussi m'a touché un peu. On a parlé de co-création et de possibilité de mobiliser des ressources locales. C'est vrai que les organisations locales devraient pouvoir mobiliser des ressources locales. Elles le faisaient peut-être, mais à une petite échelle. Mais dans le cadre de la localisation, j'estime que les organisations internationales qui sont engagées dans ce processus-là devraient être capables de partager leur capacité à mobiliser, parce que chez eux, ils mobilisent. Ils font comment? Cette technique de mobilisation, il faut le partager avec les organisations locales. Je vais prendre un exemple très simple. En 2010, l'association burkinabé pour la suivi de l'enfance, dont je suis le directeur exécutif, était en compétition avec 4 organisations internationales sur les fonds de l'Union européenne pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile. On a monté techniquement le projet. Il est passé en première lecture. Et puis, on a commencé à entendre dans les coulisses, l'ABS est une organisation nationale, elle est locale. Est-ce que les fonds qui sont dedans, là, elle peut gérer? Si on ne peut pas gérer un budget, on ne peut pas le monter. Si on monte le budget, c'est qu'on est capable de le gérer. Et dedans, on met suffisamment d'argent pour employer des personnes capables de gérer ce budget-là. Donc tout le monde peut accéder à des fonds. Permettez que cette concurrence qui est en train de s'installer là disparaisse. Sinon, la localisation va partir avec. Merci bien. Merci beaucoup, Momo. Safiatou, tu as une minute. D'accord, on va essayer. Bon, moi, je voulais peut-être commencer avec la préoccupation d'Ossou. On a de nouvelles crises, malheureusement. Donc, on va continuer d'être dans cette situation où on a besoin de réponses humanitaires pour pouvoir couvrir les besoins qui découlent donc de ces nouvelles crises. Et je suis d'accord
que c'est un processus. Quand on veut que l'enfant devienne ou marche comme la grand-mère, c'est un processus, c'est un accompagnement. Il faut donner les ressources, les moyens pour que l'enfant puisse avancer. Je vais aussi revenir sur un aspect que j'ai trouvé très intéressant dans l'intervention du collègue de IRC qui était sur les risques, par exemple, liés à la corruption. Effectivement, ce n'est pas l'apanage des ONG nationales. Beaucoup d'organisations internationales rencontrent ces défis. Et même sur la question de la capacité à utiliser les fonds, combien de fois on a retourné des fonds aux bailleurs? On en a retourné des fonds aux bailleurs. Mais quand il s'agit des ONG nationales et locales, on le soulève comme un critère, comme un élément de base. Bon, ça nous interpelle tous. Mais je voulais peut-être clôturer sur des mots forts pour moi. Dans ces différentes interventions, j'ai essayé de relever quelques mots forts sur lesquels moi je vais terminer. Matin, on a parlé d'ingénierie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de se réinventer, voilà, de trouver l'approche qui convient le mieux au contexte spécifique particulier dans lequel on intervient. La façon de faire la localisation dans le Sahel ne sera pas forcément la façon de faire la localisation dans le Moyen-Orient ou alors en Afrique centrale. Et ça, il faut qu'on ait le courage aussi de s'ouvrir à la diversité d'approches par rapport à la façon dont on va aborder la question de la localisation. Je voulais revenir sur l'authenticité. Oui, il ne faut pas dénaturer fondamentalement la façon de travailler des organisations nationales. Elles doivent garder leur authenticité, elles doivent garder des éléments qui font d'elles, qui font qu'on a envie de travailler avec elles, de collaborer avec elles, de faire en sorte que les communautés puissent être atteintes rapidement avec elles. Un autre mot qui pour moi est fondamental, c'est le leadership. Et ce leadership-là, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des acteurs, c'est au niveau de l'État. Vraiment, dans l'écosystème humanitaire, il faut qu'on accepte que la localisation est une affaire de tous. Et que c'est la collaboration des uns et des autres. On ne vise pas à mettre de côté un acteur dans la chaîne humanitaire, mais on veut travailler avec tout le monde pour trouver la solution la plus appropriée et qui permet de donner l'aide à moins de coûts dans les délais qu'il faut aux personnes qui sont dans le besoin. L'autre mot pour moi, c'est la co-création. J'ai aimé aussi la co-création. Travailler ensemble. Et pourquoi pas faire naître des bébés. Je donne l'exemple, par exemple, de NRC en Côte d'Ivoire, qui a laissé un bébé. Les anciens membres du personnel de NRC ont créé une organisation qui fonctionne aujourd'hui et qui mobilise des financements aussi bien internes qu'internationaux. Ça, ce sont des exemples aussi qui peuvent servir. Et puis, voilà, c'est un processus. Il faut travailler sur la confiance. Il faut se faire confiance. Il faut se parler pour qu'on puisse avancer. Merci. J'étais sûr que j'aurais que 30 secondes. Non, mais je pense que je ne serai pas plus long que 30 secondes. Juste rassurer mon ami que les communautés sont toujours présentes. Même si on ne parle pas, elles sont toujours présentes parce que dès la conception, avant d'aller rechercher les ressources, c'est pour répondre à une priorité, un besoin qui était identifié avec les communautés. Ça, c'est vous rassurer. On ne les a pas oubliées, même pour le financement. Elles sont même à mettre devant. Pour revenir rapidement sur la préoccupation, les questions, l'aide fatale, l'image de la grand-mère, moi, je vois la chose autrement. Aujourd'hui, moi, ma grand-mère au village, elle a un téléphone portable. Elle peut me dire, j'ai besoin de l'argent. Tu dis, ah non, comment je fais? Envoie-moi Orange Money. Au fait, la technologie, il ne faut pas la voir à l'extrême. Améliorer un peu, ça peut faciliter. Donc, par exemple, je ne verrai pas la cuisinière, mais je verrai par exemple l'utilisation du gaz pour préparer. Ça l'évitera d'aller chercher le bois en brousse, ça l'évitera de déforester et ça lui permettra de préparer de manière saine. Et c'est des choses qui peuvent se faire. Effectivement, je suis d'accord. Il ne faut pas demander ça du jour au lendemain. Entièrement d'accord. Mais 50 ans aussi, c'est trop. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on sera à la retraite. Mais même dans les partenariats, on le constate. Moi, j'ai eu un partenaire, une ONG, qui me demandait, j'avais une gestion de projet, par projet.
un financier par projet, tout était par projet. Et ça va peut-être commencer à répondre à la question de 2 millions à 10 millions. Et j'avais une gestion de projet. Le partenaire est venu m'exiger d'avoir des comptes consolidés et de faire un audit consolidé. Moi, je cherchais un partenaire. Quand il m'a demandé ça, j'ai dit oui, j'ai signé en bas. Et je devais faire l'audit consolidé, les comptes consolidés à la première année. Ah, mais ça, c'est pas possible. Première année finie, le partenaire me dit oui, on attend toujours l'audit consolidé. Ah, on n'est pas arrivé à comptabiliser l'acte. Non, il faut forcément vous être engagé. Ok. Notre financier se débrouille, il prend tous les comptes, tous les projets, il bidouille un truc consolidé là. Voilà, c'est consolidé. On appelle un auditeur qui arrive sur des projets qui étaient déjà audités, avec la consolidation qu'il a fait. Lorsque l'audit regarde, il y a des gaps, il y a des erreurs, il y a des quoi. Donc l'audit dit, il y a tel montant que je n'arrive pas à tracer. On ramène au partenaire. Ah voilà, vous gérez pas bien. Ah non, il faut clarifier ça, sinon on arrête le financement. Ok, mais le problème, c'est un humain qui a consolidé les comptes. Il a peut-être fait des erreurs. Aujourd'hui, la personne qui a consolidé les comptes ne travaille plus avec nous. Il est de notre structure. J'ai forcément besoin de lui, puisque c'est lui qui a fait les choses manuellement. Il n'arrive pas, et j'ai perdu ce partenaire-là comme ça. Juste parce qu'il n'y a pas cette confiance. Il est convaincu que dans la truc, voilà, il n'y a pas une clarté, on détourne les fonds, on fait quoi, voilà. Il est convaincu de ça. Et il y a toujours cette image-là aussi, de voir l'acteur ONG comme un acteur voleur. Il y a toujours cette image-là qui est là aussi. Et aujourd'hui, comment nous on est arrivé de 2 millions à 10 millions, aujourd'hui, nous on reçoit des fonds du système des Nations Unies, PNUD, UNICEF, UNFPA, mais au début, en fonction des montants, c'était juste des check-posts. Maintenant, on nous fait des audits actes. La première fois que j'ai vu BDO, auditeur, qui vient de Londres pour venir auditer mes comptes, j'ai dit waouh, ça c'est joli. Mais il finit son travail, il voit que la gestion est clean. La seule chose qu'il a trouvé qui n'était pas éligible, c'est parce qu'on a payé du matériel pour les communautés. Et qu'on a remis aux communautés, on n'a pas fait décharger les communautés qu'ils ont pris. Mais c'est une pratique que nous, on ne faisait jamais. Dès que nous, on réceptionne le matériel, c'est réceptionné. Une fois qu'on donne aux communautés, ils disent non, qui n'ont pas de preuves que ça a été transmis aux communautés. Mon Dieu, on a les photos. Ils disent non, ils n'ont pas de preuves. Donc, ils nous ont fait rembourser une partie de cet argent. Mais maintenant, on le sait. Donc, la deuxième fois, on a intégré ça dans nos procédures. C'est comme ce qu'on dit. Aujourd'hui, si vous voulez recevoir de l'argent des bailleurs des fonds, des systèmes des Nations Unies, vous êtes obligé de ressembler aux ONG internationales. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas telle procédure, vous n'allez pas avoir les fonds. Soit vous décidez de ne pas chercher ces fonds-là et vous asseyez en comptant sur la philanthropie qui n'existe pas chez nous. Il faut se dire la vérité. Elle existe, mais elle est très faible. Aujourd'hui, moi, je prends le commerçant qui est chez moi, il fait tout pour freiner les impôts, il ne va pas donner de l'argent pour mon ONG ou quoi. Il va dire non, pourquoi tu veux que moi je t'enrichisse? C'est ce qu'il va dire. Donc il y a un travail à faire pour développer cette philanthropie-là. Mais ça arrive. Aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des fonds de l'USAID, qu'est-ce qu'ils disent? Don du peuple américain. Il faut que ça arrive chez nous aussi. Et ça commence dès le jeune âge. Les grands, les barbus, on ne peut plus les aider, eux c'est passé. Mais c'est aux enfants qu'il faut inculquer ça. Déjà, avec nos enfants, c'est de faire le volontariat, commencer à travailler, commencer à mettre de l'argent de côté, commencer à donner. Ça va venir, ça va changer, ça va prendre du temps, mais ça va changer. On arrivera à mobiliser de plus en plus de ressources au niveau de nos pays, mais pour l'instant, là où il y a des financements, c'est chez les donateurs. Et pour pouvoir accéder aux donateurs, malheureusement, il faut ressembler aux ONG internationales. Donc, il faut avoir un contrôleur interne. Il faut avoir un responsable financier qui a minimum Bac plus 4. Il faut avoir un chargé de programme qui a un diplôme en eau, hygiène et assainissement. On est plus ou moins obligé. Oui, ce n'est malheureusement pas donné à tous les acteurs locaux, mais il y a un travail derrière. Nous, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on peut demander, on ne pouvait pas le faire. Il y a 5-10 ans, on ne pouvait pas le faire. Mais on est rentré dans la danse. On a accepté ce capacité. On a accepté souvent payer du staff assez cher, même si on n'avait pas les ressources sur fonds propres, parce qu'on se disait qu'il y avait un retour sur investissement. Et derrière aussi, c'est la question du staff. Je finis juste avec la question du staff. Aujourd'hui, c'est un gros challenge. Aujourd'hui, moi, le salaire que j'ai, si on me propose demain le triple ou le quadruple dans une autre boîte, c'est tentant. Comme je lui dis, aujourd'hui, je ne partirai pas. Mais demain, c'est sûr que je partirai. Donc, il faut qu'on accepte que les acteurs ne peuvent pas rester indéfiniment
dans les structures nationales ou internationales ou dans le système. Mais comme je le dis, et comme je disais à Dr Kader, c'est de travailler avant de partir, de s'assurer au moins que la relève est assurée. Quelqu'un qui accepte de consacrer 5 ans de sa carrière à votre structure, c'est déjà beaucoup. Ne lui demandez pas plus. Laissez-le avancer et travailler avec les autres. Merci. Merci beaucoup et merci à tous les panélistes. Un grand merci pour votre travail.